Bonjour à tous, bienvenue dans cette démonstration d'une vitesse infranchissable. C'est une démonstration d'après Henri Poincaré que j'ai suivi sur le site que vous voyez en dessous, qui n'est pas évident, Webinet Blogstop. C'est très bien expliqué sur ce blog. Après, comme je n'ai pas trouvé de vidéo pertinente sur cette démonstration, qui est vraiment très très intéressante parce qu'elle est vraiment simple. Incroyablement simple d'ailleurs, et on arrive à un résultat stupéfiant, qui a une vitesse donc inatteignable, qu'on ne peut pas dépasser, et ça, Henri Poincaré l'a démontré donc de façon complètement algébrique. Voilà, donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, sachant que cette démonstration, évidemment, elle est le fruit de plusieurs personnes. On l'attribue à Poincaré, mais il a lui-même cité Lorentz, puisque de toute façon, les facteurs qu'on va découvrir ensemble sont appelés les transformations de Lorentz. On a aussi Einstein, qui a, à la même époque, parlé de vitesse limite, mais qui l'a attribué à la vitesse de la lumière, qu'on a appelé donc la célérité par la suite. C'est aussi pour ça que j'ai mis cette illustration d'une jeune fille qui chevauche une particule de lumière, puisque c'était une idée mentale de Einstein qui imaginait donc depuis très petit qu'est-ce qui pouvait se passer si il était assis sur une particule de lumière. La lumière avait une vitesse identique à la sienne, et donc il se disait que c'était un peu improbable de voir des objets fixes tout autour de lui. On va regarder donc ce qu'a trouvé Poincaré, et je vais commencer par démontrer que la dérivée d'une fonction à deux variables, dont on va avoir besoin par la suite, est une expression simple d'addition des dérivées qu'on appelle partielles, multipliées par chacune des variables. Donc on va regarder ça ensemble, on en a besoin par la suite. Donc c'est pas très compliqué, et puis c'est assez sympa. On y va. Donc je prends une fonction à deux variables quelconque, f en fonction de x et y, la valeur unique de f, qu'on va appeler z. On va prendre un exemple pour avoir du concret. Donc cette fonction, pour nous, ça va être le sinus de pi de la racine carrée de x carré plus y carré, donc la norme du point xy. Et donc ça nous donne, sur GeoGebra, ça nous donne une belle figure sympa, une espèce de dôme, là, puits de dôme avec un petit volcan là, donc c'est assez rigolo. J'ai pris que le centre, donc on se limite à x et y inférieur à 1. Et donc ça nous donne ça pour z. Et pour illustrer donc ce qu'on recherche, c'est-à-dire quelle est la dérivée d'une fonction à deux variables, on va s'intéresser, comme pour les tangentes, pour les courbes, on va s'intéresser cette fois-ci à un plan, puisqu'on est en trois dimensions, donc on parle d'une surface à deux dimensions. Ça sera plus une droite, mais un plan tangent. Donc quelle est cette équation de plan tangent? Ce qui nous donnera par la suite, en première approximation, au degré 1, la dérivée d'une fonction de variable. D'accord? Donc pour y arriver, on va d'abord s'intéresser à ce qu'on connaît, c'est-à-dire on va travailler sur des plans. Donc j'en propose deux, ce qui correspond au point x égale 0,2 et y égale 0,4. Et donc avec ce point qui est ici, 0,2, 0,4, là il y a l'axe des y, ici l'axe des x. Donc 0,2, 0,4 c'est un peu plus grand, c'est un peu ici, voilà, derrière voilà, on le voit ici en fait. Donc la valeur de z, elle est donnée en hauteur, donc ça c'est f02, 0,4. Et donc on va s'intéresser au plan tangent à cet endroit. Donc on va chercher l'équation d'un plan tangent
qui se juxtapose localement, précisément à la surface violette. Et donc pour y arriver, on va prendre deux plans pour se ramener aux équations à une seule variable qu'on connaît d'habitude. Donc on va imposer dans un premier temps y qui vaut 0,4. C'est ce plan-là qui coupe donc notre surface violette en cette courbe. On se retrouve avec une courbe classique. Et ça, à la fois en y égale 0,4 et x égale 0,2. X égale 0,2 est ici. On a donc en rouge x égale 0,2 et donc on a deux courbes voilà, sur un plan, voilà, sur deux plans. Deux courbes sur deux plans chacun. Voilà. Et donc on va calculer respectivement chaque coefficient directeur des tangentes en ce point-là, pour chaque plan. Ce qui va nous donner deux vecteurs, et puis par la suite, on va pouvoir faire le plan tangent. Donc, ici, on a enlevé les surfaces, ça ne nous intéresse plus pour l'instant. Et donc, on va regarder dans un premier temps le plan y égale 0,4. Et donc, on n'a plus qu'une variation en fonction de x. Et on va calculer quelle est la tangente à cet endroit-là par rapport à la courbe qui est ici face à nous. Donc on le calcule. Alors pour ça, on impose y égale 0,4. Donc ici, vous voyez, la dérivée, il n'y a plus de y, hein, c'est b, et b vaut 0,4 ici. Là, je vous ai mis ce qu'on trouve en dérivant. C'est assez intéressant comme dérivée parce que vous avez deux composés de fonctions à la suite. Donc c'est un bon exercice de dérivée. Donc vous obtenez ça. Et il n'y a plus que x qui varie. Et donc c'est ce qu'on appelle une dérivée partielle en fonction de x. Et b étant fixé. Donc on calcule la valeur. On trouve 0,232 à peu près. Et donc ça correspond à cette hauteur-là. On voit bien que c'est positif. Hein, donc le u va bien vers le haut. J'avance en x, je monte en z, et j'avance en x de 1. Voilà. Donc ça me donne le vecteur directeur de cette tangente, qui est donc dans l'espace euclidien, donne comme coordonnées 1 en x, 0 en y, hein, puisque j'ai aucune variation en y, et puis la dérivée partielle que je viens de calculer, 0,232 ici dans notre exemple, ça nous donne le u. Et de façon générale, la dérivée partielle en x du point A et B choisis, donc 0,2, 0,4. Très bien. Là, on le garde de côté. Ça, c'est pour le plan y égale 0,4. Et maintenant, bien sûr, on va faire pareil pour le plan x égale 0,2. Donc, on se remet face à yx, on se remet face à yz, on refait le même calcul en bloquant la valeur de x. Pour le niveau de la dérivée, c'est exactement pareil, puisque c'est une fonction symétrique, hein, que ça soit x ou y, ça ne change rien. Mais comme le y est deux fois plus grand que le x qu'on a choisi avant, hein, 0,4 au lieu de 0,2, bah forcément la dérivée est deux fois plus grande, donc toujours positive, mais deux fois plus grande, ce qui nous donne le vecteur v ici. Et donc pour coordonnées, toujours 1 en variation de y, cette fois-ci 0 en x, hein, l'inverse de tout à l'heure, et puis là la dérivée partielle non pas de x, mais de y, forcément, avec les points 0,2, 0,4. Voilà. Ça nous donne donc les deux vecteurs directeurs dans chacun des plans qu'on avait donnés au départ. On se remet maintenant dans notre vision 3D. Donc vous avez en rouge le premier vecteur qu'on avait trouvé, le vert le deuxième vecteur. On voit que ça ressemble bien à
à la surface en local de ça, mais on va regarder précisément. Pour l'instant, on va se servir de ces deux vecteurs comme base de notre plan de tangente, hein, ce qui épousera au mieux la courbe violette. Et donc, je garde de côté cette figure, je garde mes deux coordonnées de vecteur, j'ai mon point A qui a pour coordonnées A, B et la valeur Z qu'on trouve ici, hein, donc 0,2, 0,4 et puis FZ. Et si on prend un point du plan tangent comme M, qu'on appelle M, vous avez forcément le vecteur AM qui sera par définition une composante du vecteur U en rouge et une composante du vecteur V en vert. Avec comme c'est des composantes, avec des coordonnées en fait, hein, de K et de M. Donc forcément, c'est proportionnel à ces deux vecteurs qui définissent le plan, puisque c'est ça qu'on cherche. Donc on a forcément ça, et du coup ça va nous donner une équation de tangente. Il suffit de remplacer après par les valeurs. Là je ne prends pas de valeur particulière comme ça, j'ai une démonstration générale. Donc vous avez ici les coordonnées de A, donc on fait les coordonnées de M, donc X, Y, Z, on ne connaît pas, et qu'on cherche, et on soustrait donc les coordonnées de A. Donc A, moins B, moins F de AB. Ce qui nous donne, avec l'équation qu'on avait avant, K fois le vecteur rouge, plus M fois le vecteur vert, ici, qu'on développe chacun par chaque coordonnée, pardon. Donc on a X moins A qui vaut K, on a Y moins B qui vaut M, ça va être très pratique. Et puis on a la dernière ligne qui vaut donc Z moins F, K fois la dérivée partielle en X, et puis plus M, la dérivée partielle en Y. Mais comme on a K et M juste en haut, on va pouvoir simplifier grandement les choses. On n'a plus d'inconnus, on n'a plus de K et de M, on remplace par tout simplement X moins A et Y moins B. Et donc là ici, on a déjà l'équation de la tangente qui sera au plus près de la surface violette. Je remets le résultat qu'on vient de trouver. Pour mon illustration, je vais utiliser donc les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Donc vous obtenez ça, hein, puisque ici c'est 2 fois plus grand que celui-ci, donc on met un facteur 0,232, hein, qui est la dérivée partielle de x. Et puis là, donc ici on va avoir 2 fois y et puis une seule fois x. On enlève 1 parce que c'est 0,2 plus 2 fois 0,4, ça fait 1. Donc en soustrayant, on n'a plus la valeur qui est ici, ça s'annule, pour le point A, qui vaut donc 0,9863. Pour ceux qui se demandaient ce que ça valait, F de 0,204, c'est 98,63, c'est-à-dire presque 1. Donc la hauteur, là, on a presque 1. Et donc, on peut tracer ce plan sur GeoGebra. C'est le plan qui est en bleu, là. On voit que donc c'est bien collinaire, enfin c'est bien défini par les deux vecteurs vert et rouge. Et quand on s'approche, il n'y a pas de souci, forcément, ça épouse au plus près la surface violette. Vous voyez, plus on s'approche, moins on va avoir de différence entre le bleu, le plan bleu tangent ici, et la surface violette, ma fonction de départ, qui peut être donc très compliqué, hein, un sinus avec une norme dedans, c'est pas simple, mais voilà, en première approximation, localement en tout cas, on peut la simplifier, non pas par sinus, etc., mais par son plan tangent. Et donc ça va être très 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 intéressant, puisque si je prends maintenant une faible variation
en x et y, donc dx, dy. J'aurai donc une faible variation en dz, et donc j'aurai quasiment la même chose que ma tangente hein, au premier degré. D'où ici la différence des z, ici la différence des x, ici la différence des y, et puis là, comme coefficient de proportionnalité de mon plan tangent, c'est ni plus ni moins que la dérivée partielle pour le point étudié, donc AB, la dérivée partielle pour x, et puis la dérivée partielle pour y, c'est ce qu'on vient de démontrer juste avant, hein, qui est juste là, voilà. Et donc, si on dérive une fonction à deux inconnus, et ben, il suffit de multiplier dx avec la dérivée partielle choisie, en x une fois, et puis dy, en additionnant les deux termes, et puis dy avec la dérivée partielle en y au point choisi. Voilà. Donc ça, c'est très très intéressant, pas trop compliqué en plus, donc ça tombe bien, et on va l'utiliser pour notre démonstration du jour sur la vitesse limite, qui est une conséquence algébrique, mathématique, de changement de repère. Donc on va imaginer, par exemple, une fusée qui se déplace à une vitesse v constante pour tout notre exercice. Et donc son repère à lui, c'est R', ici. X étant sa position dans le repère R. Et donc sa position dans le repère R' va s'écrire X'. A priori, la position X', donc dans le repère R', ne dépendra que de deux variables, la position X de R et puis le temps T de R aussi. Donc bon, il n'y a pas de Y puisque on est rectiligne, pas de Z non plus. Et donc la seule variable qui manque avec X, c'est T. Donc on a forcément, a priori, en regardant large, on a X' qui vaut f de xt, c'est-à-dire qui dépend d'une fonction de variable x et t. Donc en faisant un petit décalage en x', qui correspond à un petit décalage en x, d'accord, donc on avance de dx' et de dx, bah, on a la fonction à deux variables qui va être donc dérivée avec exactement ce qu'on a démontré avant. Donc c'est en fonction de, cette fois-ci, non pas de xy, mais de xt. Et c'est exactement une chose, hein. Le z c'est x', et on a exactement pareil, dx, puis dt. Voilà, c'est mis après, juste après, mais ça ne change rien. Donc dérivée partielle selon x fois dx, plus dérivée partielle de t fois dt. Donc ça c'est logique. Or, bah, si vous voulez, là c'est un résultat très intéressant, puisque vous voyez que c'est juste proportionnel à la dérivée partielle. Mais on suppose, et je pense que tout le monde sera d'accord, qu'il n'y a pas de différence entre un point par là et un point par là par rapport à la déformation de l'espace et du temps. On ne peut pas dire que voilà, y a un endroit de l'univers qui est différent d'un autre, donc on va parler d'homogénéité spatiale. On va considérer que les variations restent les mêmes, qu'il n'y a pas de particularité, en tout cas au premier ordre, d'un endroit au niveau spatial et temporel plutôt qu'un autre. Voilà, donc le temps de Charlemagne, les heures étaient pareilles, etc. Enfin, l'avancée était pareille, les variations étaient pareilles, et puis les espaces étaient pareils. C'est ce qu'on appelle l'homogénéité et l'intemporalité de l'espace et du temps. Donc, ce qui était en dérivée partielle ici devient fixe. C'est-à-dire que ici, on doit avoir forcément une constante, en tout cas, qui ne doit pas dépendre de x ni de t, qui ne doit pas dépendre de l'endroit où on se trouve et du moment où on se trouve. Donc, la dérivée est constante, ce qui nous donne, par intégration, que x', d'accord, sera
une constante fois x et une constante fois t. Ça ne dépendra pas, voilà, le a ne dépendra pas de x ou de t, ni le b. Et ça multipliera directement x et t, ça sera proportionnel puisque la dérivée est constante. Il n'y a plus de variable. Par contre, on a mis v, qui est non pas une variable, mais un paramètre, et le seul paramètre qui peut affecter ces coefficients a et b, puisque x et t a été éliminé avant, par homogénéité et intemporalité. Et on peut aussi comprendre ce résultat important de coefficients AB indépendant de xt par cette supposition. Par exemple, si on imaginait que x' soit égal à ax carré, c'est-à-dire que a vaut ax, donc une constante fois x, donc qui dépendrait de x, eh bien, une règle qui sera en déplacement deviendrait une courbe. Et ça, c'est très contradictoire, c'est très paradoxal par rapport à une déformation, c'est-à-dire tous les angles seraient changés. Enfin, par exemple, il y aura des tensions, on aura un ressort qui pousserait dans un sens et dans un autre, et puis là, il ne serait plus du tout aligné. Donc là, on ne comprendrait pas du tout pourquoi le ressort il partirait dans tous les sens, alors que visuellement, personne qui sera à l'extérieur verrait toujours un ressort droit. Enfin, ça serait incompréhensible. Et donc, c'est aussi une explication pour laquelle le coefficient A ne dépend pas de x. D'accord ? On a vraiment des coefficients proportionnels à x et t. Et par contre, le seul paramètre qui peut jouer, c'est v. Donc, on suppose que A dépend de v et B aussi. D'accord ? Donc, voilà pour ce résultat très important qu'on replace ici. On a exprimé x', mais évidemment, il y a aussi t'. Le temps propre dans le repère R', qui va dépendre, lui, de deux autres coefficients et qui sont identiques, dépendant du paramètre V. Donc C et D, en fonction de V. Et puis ici, on a inversé, puisque le premier c'est T, puisque c'est T', et puis ici c'est X. On reprend notre fusée et on va regarder ce qui se passe pour juste l'origine au prime. Si je regarde les coordonnées de l'origine au prime que j'ai choisi du repère R', il a pour un déplacement de vitesse V, il a V fois le temps de t, ce qui fait que quand on exprime x' dans son repère initial, ça vaut 0. Par conséquent, de la première expression, j'ai 0 pour ax plus bt. En faisant passer le bv de l'autre côté, puisque ça vaut 0, on peut remplacer x sur t par v, et donc on a cette égalité que a fois v est égal à moins b. Ou encore v égale moins b sur a. Donc résultat important, qui va nous permettre de mettre a en facteur. Donc dans la première expression, ici, b ça vaut moins AV, donc le A on le met en facteur, et ici on a moins V, donc ça c'est pour la première expression, et puis en dessous, pour qu'on ait le même coefficient A qui va être intéressant par la suite, on décide donc de changer nos constantes, qui étaient petit c et petit d, en grand C, grand D. Ça ne change rien, mais voilà, ça nous permet d'avoir le coefficient A devant. En deuxième étape, on va utiliser le fait qu'on a une invariance par réflexion, ce qu'on appelle l'effet miroir. Nos équations ne vont rien changer si on dit que la vitesse n'est plus v mais moins v. On doit avoir exactement pareil, puisque effectivement ça ne change rien du tout. C'est comme si on regardait dans un miroir et les paramètres resteraient les mêmes avec un x qui va dans l'autre sens. On est complètement d'accord, d'où le dessin.
Donc, j'aurai non plus x mais moins x', et puis j'ai non plus v mais moins v. Et puis pareil pour le x, il serait dans l'autre sens, et ça ne change rien nos équations, ça devrait être toujours les mêmes coefficients. Donc on écrit pour la première, en changeant le x par moins x, voilà, le v par moins v, donc le moins v devient plus v ici. Et puis en dessous, on a le t par contre. Le t par contre, lui, bah, il ne change pas, c'est ça qui est intéressant, sinon on n'aurait pas un truc très pertinent. Le t ne change pas, puisque le temps, lui, il ne va pas dans l'autre sens, hein, il reste toujours en positif. Et donc t égale t', le AV, bah, il devient A moins V, et puis C moins V, et puis plus moins, et puis moins X moins dV, puisque le X passe à moins X. Ce qui nous amène directement à dire que bah, de la première, hein, si vous remultipliez tout par moins 1, ici vous avez X', ici X, ici moins VT, donc exactement pareil que ça, d'accord? Donc il faut forcément que A soit une fonction paire par rapport à V. Vous avez donc A moins V qui vaut AV. Ça, c'est une première chose. Je le remplace ici. Et là, je vais avoir, donc de la même manière, hein, comme T et T', lui, il n'a pas changé, bah, le T qui est ici, qui ne change pas. Donc le C, la fonction grand C de V, doit être forcément aussi paire. Alors que la fonction D, elle, ici, on égalise, et donc D est quant à lui une fonction impaire. Donc ça, c'est un résultat très intéressant qu'on met de côté, et on attaque maintenant la fonction inverse. Quand je me déplace dans le repère R, je peux considérer de façon complètement symétrique que je n'ai pas un déplacement de ma fusée, mais c'est que la Terre qui bouge, c'est-à-dire les autres qui sont en mouvement. Comme dans un train, vous pouvez considérer que c'est le quai qui bouge. De façon mathématique, ça ne change rien. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc le repère R', il est supposé immobile en disant que le repère R, lui, il avance à une vitesse moins v. Et je remplace non, v par moins v. Et en étant dans le repère, non pas de x' mais de x, ça ne devra rien changer. Voyez, donc on inverse les deux repères et on prend une vitesse, cette fois-ci négative. Et nos coefficients ne doivent pas changer du tout. Enfin, ça doit être les mêmes coefficients, par symétrie. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, comme on sait que la fonction A est paire par rapport à V, on peut remplacer A moins V par AV. Ici aussi. Le C, pareil. Et puis le dv, bah, lui, c'est moins dv, puisque c'est une fonction impaire. Ce qui nous donne x égale à A. Alors, pour simplifier un peu les expressions, on ne remet plus le V, hein, le paramètre V, on verra plus tard, on n'oublie pas que ça dépend de V. Donc A, il est là, et puis le x', ben, on le remplace par cette expression ici, qui est en violette, hein, que je vous ai mis ici, voilà. On remplace le x' ici, comme ça on n'a que en fonction de x. Et pareil pour t', qu'on remplace ici, dedans, hein, on ne met plus les v en paramètres, mais c'est exactement pareil. Et donc ça va être très fort, parce qu'on n'a plus que deux équations en deux inconnues, en x et en t, hein, on fait pareil en dessous. Donc là j'ai t que je remplace, enfin j'ai t' ici que je remplace par le t' qui est là, paf. Donc A, C, T et D. Hein, évidemment, quand on n'écrit plus les V, ça fait un truc plus court, hein, d'où l'intérêt. Et pareil pour le violet, hein, exactement pareil qu'en haut. Et donc, deux équations des inconnus. Les A,
hop, ils se mettent ensemble, on a les deux en dessous, on a tout du a carré partout. D'où l'idée d'avoir mis le a au tout départ en facteur et changer les coefficients. Et donc on obtient x tout seul, ici avec un plus dv, et puis en t, on a le v qui est en facteur à chaque fois, donc on met le vt en facteur, de c, ici, et de moins v, ici. Enfin, de moins 1, ici, puisque le v est en facteur. En dessous, pareil, on met tout ce qu'on peut en facteur. Donc on a t avec c carré ici, et puis ici plus dv. Pour le x, on a déjà mis a carré, et le x, il y aura donc le d qui est toujours devant le x, donc on le met en facteur, et ici on a c, et ici, du coup, on n'a plus que moins 1. Donc on obtient ça. Ce qui veut dire, bah, comme vous avez x égale ça, et que ça ne peut pas dépendre de t, puisque x égale x, donc comme t c'est des paramètres, il suffit de prendre un t différent de 0, vous n'aurez jamais x égale x, donc vous êtes obligé d'avoir c égale 1 ici. Première conclusion. Deuxième conclusion, le a carré fois ça, le coefficient devant le x, si ça vaut 0, donc ça vaut forcément 1, puisqu'on a x égale x, et donc on a a carré fois 1 plus dv ou vd, pareil, égale 1. En dessous, on regarde si c'est pas incohérent. Donc on a c égale 1, donc ça fait 0, donc il n'y a pas de x, donc on a bien un t en fonction de t. Et puis si on regarde ce qui se passe là, donc on a c qui vaut 1, et donc on a bien la même chose qu'au-dessus, c'est a carré 1 plus dv. Donc c'est tout à fait cohérent, et pour l'instant ça tient bien la route. Donc tout ça nous permet de garder ce résultat très important en remplaçant donc le c égale 1, on a x' qui vaut donc a, qui dépend toujours de v, je vous rassure, mais donc qui ne change pas, x' qui vaut a de x moins vt, t' qui vaut a, mais cette fois-ci le c ça vaut 1, donc il n'y a plus de c, et puis toujours dx, et puis on garde en mémoire qu'on a trouvé que a carré égale 1 divisé par 1 plus dv. D'accord ? On se rapproche de notre transformation de Lorentz. On le garde de côté, et ici on attaque la dernière étape de la démonstration, qui est le point fort de toutes les transformations, donc ce qu'on appelle ici composer des transformations, c'est-à-dire on va plus se contenter d'un seul repère en mouvement, on va parler d'un troisième repère qui lui va se déplacer de U par rapport à V. Et ça va être très bien parce qu'on va composer donc une troisième vitesse. Vous avez cette fois-ci U et le repère R seconde, mais toujours à la petite fusée, voilà, qui est dans le repère, dans le troisième repère. Donc la vitesse U par rapport à R', donc vous avez pareil que tout à l'heure avec X et VT, là vous avez X' qui vaut UT'. D'accord ? Ce qui nous donne donc dans ce troisième repère la même chose, je remplace X' par X seconde, et puis les X par X', et on a exactement pareil avec U qui remplace V. On est d'accord ? Je rappelle que cette fois-ci, là c'est important, le A dépend plus de V, mais de U, du paramètre U. Ce qui va être très puissant. Donc vous avez ici X' que on remplace
par l'expression ici, mais en fonction de V, avec non plus AU, mais AV. Pareil ici, pareil là, hein, la même chose qu'on avait tout à l'heure. Et on développe ce qu'on obtient. Voilà, donc on a AU, AV chaque fois en haut et en bas, en facteur. Et puis ici, ce qu'il y a à l'intérieur en fonction de X et de T. Et pareil, ici en fonction de T et de X. D'accord? Pour refaire le calcul, il n'y a aucun problème, mais c'est un bon exercice d'algèbre. Et la petite astuce par la suite, c'est de mettre 1 moins UD en facteur, fonction de V, hein. Et puis en dessous, 1 moins VDU en facteur. Ce qui fait ici X, ici, vous tout seul, moins T, qui est là, et puis U plus V, qui est ici, que je remets au numérateur, et puis en dénominateur, bah, comme je l'ai mis en facteur, il faut que je le mette au dénominateur. Donc ça paraît un peu bizarre, c'est d'où l'astuce. Pareil pour en dessous, avec VDU, d'accord? On a exactement pareil, tac, on met ici en facteur, et puis ici, on le met au dénominateur. Or, si on fait une vitesse U par rapport à V, qui lui par rapport au premier repère, on peut aussi très bien dire que ce n'est plus une composée de deux vecteurs, enfin, c'est plus une composée de deux vitesses, mais c'est une seule vitesse qu'on appelle W, une composition de deux vitesses, U et V, qui donne W, hein, une nouvelle vitesse globale, et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas appliquer les mêmes coefficients qu'on cherche depuis le début, mais pour cette vitesse W. Donc vous avez AW qui vaut nécessairement, puisque là on le repère, d'où l'intérêt de l'avoir mis en facteur tout à l'heure, on repère ici le coefficient A, donc ça va être AW qui vaut tout ce truc devant et qui est aussi en bas. Donc pareil pour T', hein, voilà, on l'a ici, donc on doit avoir exactement la même chose. En haut et en bas, AW doit forcément être égal à ça et ça. Ça c'est pas mal. Et en identifiant ça, c'est ma vitesse, W, puisque ici c'était V, donc si ça s'appelle W, bah ça doit être W aussi. Tac. Et puis pour le T, ici on avait D, donc le DW vaut DV plus DW sur ce qu'on a mis en facteur. Et on a donc ces trois résultats hyper intéressants, hyper puissants, que je remets ici. Les deux premières, ça c'est quasiment magique. Vous avez forcément donc UDV qui vaut VDU, tac, que j'ai écrit là, parce que tout le reste c'est identique. Si les coefficients fonctionnent, hein. Et ça va marcher, parce que déjà ça impose que la fonction grand D est une fonction proportionnelle, puisque si je prends arbitrairement V égale 1, par exemple 1 mètre par seconde, là, ok, et ben j'ai forcément, comme V vaut 1, j'ai DU qui vaudra U fois D1. Donc D est vraiment une fonction proportionnelle, puisque D1 ça va être le coefficient de proportionnalité qu'on va appeler K. Et donc DU c'est plus vraiment une fonction compliquée, c'est égal à K fois U, et K étant un réel correspondant à la valeur 1, logique, hein, d'accord? Donc résultat super intéressant, qui donne directement que A carré, ici, vaut 1 sur 1 plus, non plus D, mais KV, et comme c'est multiplié par V, ça fait KV carré. Paf. Et puis pour la composée de vitesse, c'est pas juste U plus V, c'est U plus V divisé par 1 moins KU, puisque D égale KU, fois V. Donc on a ces trois résultats de cette dernière étape qui nous approche du but, donc que je remets ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à discuter sur le signe de K. Voilà, on a ce coefficient K. Voilà. Tout le reste, on connaît, mais K, que ça peut être. Donc supposons que K égale 0, forcément A carré vaut 1, ici, ça c'est super, puis le A il vaut pas moins 1, puisque
on aurait une contradiction directe avec le temps qui s'inverserait. Donc le A est positif. Le temps, donc il ne change pas, très bien. Et puis surtout, on a la composée de vitesse, alors c'est un peu caché, mais on a la composée de vitesse, donc U plus V, qui s'additionne bien, hein, puisque ici ça vaut 0. Donc W qui vaut U plus V, tout simplement, c'est-à-dire les lois galiennes à faible vitesse. Donc en gros, voilà, si on est dans un cas classique avec des vitesses pas très importantes, on additionne, on a donc un K qui vaut 0. Donc ça nous rassure, c'est que finalement notre K il sert à rien si on est de vitesse de tous les jours. Même des fusées, hein, il faut vraiment aller très vite hein, pour que le K soit différent de 0. Et si on suppose maintenant que K est différent de 0, c'est-à-dire positif, qu'est-ce qui se passe? On a la composée de vitesse, donc W, qui doit être positive, hein, puisque on a additionné deux vitesses positives, donc ça doit être positif, il n'y a pas de raison d'inverser. Donc ce qui veut dire que en dessous, on a un K qui peut... Enfin, on a U et V. Donc si on prend une vitesse max par exemple, pourquoi max? Parce qu'on voit qu'on va soustraire à 1. Donc ça veut dire que U et V ne peuvent pas être trop grands. Et d'ailleurs, on calcule facilement sa vitesse max, c'est la racine de 1 sur K. Vous voyez, ici, si les deux sont à vitesse max, donc j'ai V max carré fois K qui doit être plus petit que 1. Et donc, forcément, ça veut dire que V max, il doit être inférieur à la racine carrée de 1 sur K. C'est une première chose, bon, pourquoi pas. Donc déjà, on a une vitesse limite. Ouais. Mais ça y a un petit problème. Si je prends cette vitesse max, que je la reprends dedans, j'ai donc vitesse max de W, lui aussi, il doit être max. Hein, donc on a des Vmax partout. Et donc j'ai ici Vmax qui vaut 2 fois Vmax, divisé par 1 sur K V2 carré max. Je simplifie par Vmax, et donc nécessairement en dessous, je dois avoir, puisqu'ici j'ai 1, je dois avoir ici sa valeur qui vaut 2. Mais en ayant 2, il faut que K de V2 max soit égal à moins 1. Parce qu'il n'y a que moins 1 qui fera que 1 moins 1 fera 2. Donc contradiction, puisque du coup le KV2, comme K est positif, hein, le V2 lui est positif, et ça doit valoir moins 1, donc ça c'est pas possible. Donc on a une contradiction, paf. Donc V2 carré, qui ne peut pas être négatif, impose que K ne peut pas être positif. Donc dernière possibilité, pour avoir autre chose que les lois galiléennes, c'est d'avoir un K négatif. On suppose que K est alors égal à moins 1 sur C carré. On obtient ces nouvelles formules. Ici, avec A qui vaut maintenant, qu'on va pouvoir appeler gamma, d'accord, pour la transformée de Lorentz, le facteur de Lorentz, qui se retrouve aussi en T', bien sûr. Ici, on a remplacé donc K pour T' par moins 1 sur C carré. Voilà. Le V, hein, c'est le paramètre donc, de la vitesse, hein, qu'on a mis en bleu. Et si on a une composée de vitesse, donc U plus V, on a W qui vaut donc ça sur 1 plus UV sur C carré. Alors ça vous montre déjà qu'effectivement on a eu raison de prendre une vitesse comme valeur pour C, puisque là vous voyez ça doit être sans unité, hein, puisqu'on a des vitesses égale vitesse, donc ici on doit avoir juste sans unité, donc on a bien des C carrés ici. Et puis on voit aussi ici, encore mieux, encore plus simple, hein, j'ai un coefficient gamma ou A qui est sans unité, et donc ici je ne dois pas avoir d'unité, et donc j'ai bien clairement V carré sur C carré, c'est exactement pareil que là. Donc on a bien fait de prendre une vitesse
ici, de l'appeler C. Et donc V ne peut pas dépasser C, puisqu'à ce moment-là, on aurait un dénominateur négatif. Donc C est bien notre vitesse max. Et là, j'en profite pour voir que ici, c'est sûr que C, s'il est très grand, il faut qu'il soit très grand, parce que sinon on l'aurait vu depuis longtemps. Mais bref, si C est très très grand, toutes nos vitesses, si elles sont ridicules par rapport à C, finalement notre K c'est presque 0, quoi. Parce que le C est très grand, en plus il est au carré, donc le K va être très 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 faible, donc proche de 0. Donc on retrouve nos lois galiléennes. Et pareil pour le gamma, si le V est très faible, on a un gamma qui vaut presque 1, donc ça change plus grand chose. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le K égale 0. Mais si on est très proche de la vitesse de lumière, donc 0,9 C, ici on a 0,9 au carré, hein, puisque ça simplifie. Donc 0,9 au carré, ça fait 0,81. 1 moins 0,81, ça fait 0,19. 1 sur 0,19, c'est presque 1 divisé par 0,20, ça fait 5, hein, donc racine de 5, 2,24. Donc le coefficient, ça sera plus grand que 2. Donc là, voilà, vous aurez une longueur qui sera 2 fois plus grande que celle qui est en X. Le temps, lui, il va être rallongé de 2 fois aussi. Voilà. Donc on voit que les effets sont plus négligeables, mais bon, il faut quand même aller très vite. Il faut être très proche de la vitesse de lumière. En ce qui concerne la composée de vitesse, si U et V atteignent la vitesse max, donc qui est C, hein, en remplaçant, vous voyez que ici vous avez 2 fois la vitesse max. Ici, ça simplifie en C carré sur C carré, c'est-à-dire 1, et donc 2 sur 2, ça fait toujours vitesse max. D'accord, 2 fois la vitesse max divisé par 2, ça fait vitesse max, et donc le W sera aussi à vitesse max. Et là, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous additionnez 2 vitesses maximales, mais ça reste toujours vitesse max, et ça marche. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les expériences, c'est-à-dire que la vitesse ne peut pas être additionnée indéfiniment. Si vous êtes déjà à vitesse de lumière, vous rajoutez la vitesse de lumière, vous restez à vitesse de lumière, d'où la contraction des longueurs et d'où le temps qui se dilate à l'infini, puisque là le temps s'arrête pour, par exemple, des photons qui se déplacent à vitesse de lumière, le temps ne s'écoule pas pour eux, d'accord. Et donc ils ont instantanément traversé l'univers, même s'ils ont été émis au moment du Big Bang. Voilà, c'est extraordinaire. Mais c'est ce qui est aussi révélé par les expériences, en particulier par exemple pour les muons là, qui traversent notre ciel, qui ont un temps de vie très court, mais comme ils se déplacent très proche de la vitesse de lumière, ils ont le temps d'arriver au sol. Voilà, donc ça c'est des exemples relativement classiques, mais c'est démontré ici par, vous avez vu, que des démonstrations d'algèbre très simples. Donc, bon, je sais que la démonstration a été simplifiée par le blog, et je remercie encore ce blog d'avoir montré ça. Et j'espère que voilà, ça vous a bien plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fascinant. Je vais finir cette vidéo avec une autre démonstration du gamma qui est très très simple. Donc voilà un exemple pour retrouver le facteur de Lorentz, juste en appliquant Pythagore. Donc je pense que ça vaut le coup de le regarder ensemble. Donc vous avez une particule de lumière qui monte à la verticale, une hauteur h. Donc cette longueur, il la parcourt en un temps t, dans le repère R, son repère propre à lui. Il y a un mouvement V horizontal, et puis la particule qui monte verticalement. Maintenant, si on se place dans un repère R', qui est extérieur à ces miroirs, d'accord ? Donc il va voir le miroir se déplacer d'une longueur VT',
égale au temps t' qui met pour monter cette distance-là. Donc la distance, hein, c'est l'hypoténuse. Donc c carré t' carré, bon, je le mets au carré, puisque je vais utiliser donc Pythagore, le triangle rectangle qui est ici. Donc h carré, plus cette distance-là qu'il a parcouru, donc v carré, t' carré. Donc là, on a la longueur h qui vaut ct, donc le temps de la personne qui est le temps du miroir. Et en remplaçant ici dans l'expression de Pythagore avant, on a une égalité entre les deux temps. Donc le temps du miroir et puis le temps de la personne extérieure au miroir. On va les mettre en facteur et donc on fait passer le t' de l'autre côté et on obtient, voilà, donc avec t carré égale t' carré facteur de 1 moins v carré sur c carré, on obtient que t' sur t, c'est égal à racine carrée de l'inverse de 1 moins v carré sur c carré, c'est-à-dire exactement gamma, le même facteur de Lorentz qu'on avait trouvé juste avant, voilà, en deux lignes.